Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons apprendre à sauver des tomes. J'ai devant moi une session où une batterie acoustique a été enregistrée en multipiste. Écoutons tout de suite de quoi il retourne. Donc on se rend vite compte que le contexte dans lequel a été enregistrée cette batterie acoustique, c'est un contexte de rock assez agressif, voire hardcore, voire métal, et que dans ce genre de musique, on recherche souvent, en tout cas dans sa version moderne, on recherche souvent à avoir une batterie qui sonne de façon massive, agressive et plus grande que la réalité. Pour ceux qui ont déjà mixé des batteries acoustiques comme ceci et qu'on veut vraiment pousser jusqu'à la limite, on se rend vite compte d'un problème, c'est que la présence de diaphonie ou de bleed ou de repisse peut très vite être problématique. On va l'illustrer ici en mettant en solo les deux pistes de tomes. Donc dans ces pistes de tomes, on entend bel et bien les tomes qui sont joués, mais on entend également la repisse des autres éléments de la batterie, à savoir le kick, la caisse claire, mais aussi et surtout les cymbales. Alors, on pourrait juger ce rapport signal-bruit en l'état comme tout à fait acceptable. Et effectivement, dans de nombreux styles de musique qui sont moins agressifs, la repisse n'est pas forcément un problème. Elle peut même faire partie intégrante du son de la batterie en ajoutant un petit peu de profondeur et de texture au son et augmenter ainsi le réalisme. Malheureusement, lorsqu'on pousse la batterie vraiment dans ses retranchements pour en ressortir le maximum d'impact, cette repisse devient un problème parce qu'on écrase petit à petit, par force de manipulation et de traitement du signal, le rapport signal-bruit. On rajoute des compresseurs, on rajoute des EQ, on rajoute des reverbs, et tout ceci fait en sorte que le rapport entre le signal utile du tome et le signal bruit de fond devient de plus en plus serré, tant et si bien qu'à un moment, le signal de bruit de fond est presque aussi fort que le signal utile. On va se pencher sur le tome numéro 2 ici, et on remarque que dans ce signal bruit de fond, il y a particulièrement ici une cymbale chinoise qui sonne particulièrement fort. Alors, bien évidemment, il existe des méthodes pour faire en sorte que le bruit de fond soit inaudible, voire moins fort, fortement entendu, à l'aide, par exemple, d'expanders ou de gates ou de tout autre type de plugin ou traitement sonore. Il y a aussi une autre façon beaucoup plus drastique de régler le problème, c'est d'utiliser des échantillonnages via du trigging. Donc on se sert d'un module de trigger ou de batterie électronique ou d'un plugin de détection des transitoires pour faire jouer en lieu et place des transitoires les plus fortes, des échantillons sonores provenant de la même batterie. Donc on enregistre le tome sans aucun autre élément, on enregistre plusieurs coups de tome et on refait jouer ces coups de tome à l'endroit où le batteur joue, ou bien entendu, on peut utiliser les coups de tome d'une autre batterie enregistrée, d'un instrument virtuel, en lieu et place de ces coups, via du drum replacement. Malheureusement, ces techniques ne sont pas toujours adaptées à tous les contextes et ne plaisent pas forcément systématiquement à tout le monde. L'ennui également des gates et des expanders, c'est que c'est parfois très difficile à régler car les crêtes audio qui sont présents dans la repisse ont tendance à faire ouvrir ou fermer également ces gates, et donc c'est toujours difficile et délicat de trouver les solutions 100% adéquates. La solution la plus souvent utilisée dans le monde de la production musicale rock et metal, c'est d'utiliser les propriétés de notre éditeur pour échantillonner notre signal de façon à ne garder que l'essentiel, à savoir je peux placer mon curseur d'édition ici, appuyer sur S, prendre ici mon curseur d'édition, appuyer sur S, ici et par exemple ici, et ensuite muter ou supprimer les parties de l'item où finalement les tomes n'interviennent pas. Ce faisant, voici ce qu'on récupère. Et on a donc effectivement uniquement les bruits du tome dans nos pistes de tomes. Alors c'est une solution qui est acceptable, écoutons ce que ça donne en contexte. L'ennui, et personnellement c'est un goût personnel, je trouve que cette édition assez drastique, certes efficace, manque un petit peu de naturel.
Personnellement, tant qu'à avoir ça, alors pourquoi ne pas autant utiliser un trig? Or, si on passe par cette méthode, c'est pour ne pas avoir utilisé un trig qui va remplacer la batterie, on veut garder le son naturel du batteur. Mais force est d'admettre qu'avec cette méthode, on perd un petit peu en naturel parce qu'on n'a plus le decay naturel du tom. Donc lorsqu'on frappe un tom, on a l'attaque, mais il y a la résonance du fût naturel qui se prolonge dans le temps. Alors on pourrait, bien entendu, ici étirer vers la droite notre édition et essayer de faire en sorte de récupérer un maximum de sustain. Malheureusement, comme juste après ce coup de tom, le batteur joue un coup de cymbale et en plus la cymbale chinoise qui se trouve juste à proximité, eh bien on se rend compte que au niveau du rapport signal-bruit, la cymbale est plus fortement représentée au niveau du gain que le decay naturel du tom. Et donc même si on essaye de mettre des fades, par exemple en cliquant droit ici pour changer même la valeur du fade et la mettre de façon un peu plus abrupte, on a toujours cette présence d'attaque dans les aigus de notre cymbale qui va tôt ou tard finir par poser problème. Comment faire donc pour essayer d'avoir le meilleur des deux mondes, garder le naturel de la frappe réelle de notre batteur, tout en n'ayant un vrai decay, ou en tout cas un semblant de decay sur notre tom? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette méthode. Ce qu'on va commencer par faire, c'est créer une nouvelle piste qu'on va baptiser le tom 2 decay. Alors on va se pencher sur le tome 2 pour l'instant parce qu'il est plus parlant dans cet exemple et on verra le tome 1 par la suite. Maintenant que j'ai créé ma piste de tome 2 decay, ce que je vais faire c'est que je vais la panoramiser à la même valeur que le tome 2 pour que le decay soit pané exactement dans le même champ stéréo. Voilà qui est fait, même si je pense que c'est 38, pas 32, voilà 38. Je maintiens un contrôle pour être plus fin dans mes déplacements. Et je vais essayer maintenant d'identifier, soit à l'oreille, soit avec un analyseur, la fréquence fondamentale de mon tome. Alors, pour bien illustrer, je vais charger ici le Voxengo Span dans mon bloc de piste, voilà, sur la piste du tome 2 naturel, et je vais essayer d'identifier la fréquence fondamentale sur mon analyseur de spectre. Donc on voit ici la fréquence fondamentale, je place mon curseur de souris, et on voit que l'endroit où je place mon curseur de souris, eh bien, Span m'indique la note et la fréquence associée. Donc on peut se rendre compte ici que notre fréquence fondamentale est aux alentours de 76-78 Hz. Retenons cette information, on va appuyer sur Alt et cliquer le bloc d'insert de la piste pour supprimer le span qui ne nous est plus d'aucune utilité. Et on va maintenant aller travailler sur notre nouvelle piste Tom Decay. Pour ce faire, on va charger plusieurs effets dans cette piste et on va commencer par la simple Reagate. Alors vous verrez pourquoi j'ai commencé par celle-ci tout à l'heure. Je vais simplement me contenter de la régler comme ceci, uniquement monter le threshold. Ensuite, je vais placer un autre effet sur ma piste qui sera le Tone Generator et je vais le placer avant ma gate. Alors, actuellement, il ne se passe rien. Si je coupe ma gate, écoutons, eh bien le Tone Generator fait son travail, il me génère une sinusoïde à une fréquence donnée. La gate est là pour l'instant, sert juste à lui couper le signal pour ne pas qu'il soit en continu pendant qu'on parle et en plus pendant toute la durée de notre morceau. Donc on va régler la fréquence de notre sinusoïde à notre fameuse fondamentale qui est de 76 Hz. Écoutons ce que ça donne. Nous avons donc ici une sinusoïde continue à la même fréquence que notre tom basse. Bien entendu, ces sinusoïdes, on ne peut pas se permettre de les laisser jouer pendant tout le morceau. On va donc maintenant s'arranger de faire en sorte que cette sinusoïde ne soit jouée que si et seulement si le tome 2 est joué. Et pour ce faire, c'est assez simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer notre gate ici en mode auxiliary input ou en mode sidechain. Donc la gate ne va plus écouter ce qui vient du tone générateur, mais ce qui arrive dans ces canaux 3-4. Et qu'est-ce qu'on veut qui arrive dans ces canaux 3-4 ? Eh bien, là, le signal du tome 2, de la piste du tome 2. Donc on va prendre le bouton de routing, on va soit l'envoyer directement dans la gate, soit l'envoyer dans la piste tome 2 decay, et on va configurer notre routing de la façon suivante, audio 1-2 vers audio canaux 3 et 4. Et on va configurer cet envoi en préfader post-FX.
Pourquoi vers les canaux 3 et 4? Eh bien, si on ouvre le pin connector de notre Reagate, on se rend compte que ces entrées auxiliaires sont bel et bien connectées aux canaux 3 et 4 de la piste. Et pourquoi en préfader? Eh bien, vous allez voir, suite à notre petit montage ici, que je vais devoir réaliser un étage de gain, donc utiliser le threshold de la gate pour faire en sorte que la gate se déclenche à un moment X, et donc à un seuil X de dB, eh bien, le fait de prélever le signal du routing en préfader, eh bien, l'éventualité d'une augmentation de volume sur ma piste d'origine ne perturbera pas mon étage de gain. Autrement dit, si pendant mon mix, je veux descendre le volume de mon tome 2, eh bien, ça ne perturbera pas le sidechain que je suis en train de mettre en place. Tout ceci étant fait, on va pouvoir maintenant commencer à régler notre gate. Alors, je vais ici essayer d'être le plus explicatif possible en mettant un release qui sera exagérément long, et on va essayer de se rendre compte de ce qui se passe lorsqu'on met les deux pistes en solo. Eh bien, on se rend compte que la gate fait effectivement son travail. Elle coupe donc le signal et ne le laisse s'ouvrir que lorsque le tome 2 frappe. Et on entend que le tone generator, normalement coupé par la gate, eh bien, est joué et ensuite meurt de façon naturelle avec un certain temps. Le temps que ce tone générateur, ce tone meurt, est en fait défini par le release. Donc si je mets ici un release beaucoup plus court, par exemple de 600 millisecondes, eh bien voici ce que ça donne. Grâce à cette technique, donc, on peut commencer à deviner l'intérêt de la situation, c'est qu'on peut reproduire une espèce de decay de la longueur qu'on souhaite sur notre tome 2. On peut utiliser également la fonction hold qui permet à la gate de rester ouverte un temps X avant de commencer à se refermer. Ça ne fait pas beaucoup de différence dans cet exemple. On va mettre par exemple, pour anecdote, une valeur de 10 millisecondes. Et on va ensuite régler un release qui nous paraît judicieux pour notre morceau. Il n'y a pas de juste vérité. Vous redessinez le decay de votre tome un petit peu comme vous le sentez. On va ici choisir, nous, 950 millisecondes, par exemple. Peut-être un petit peu trop long, mais pour les biens de ce tutoriel, ce sera beaucoup plus explicite. Et voilà, on a maintenant un decay refabriqué sur notre tome 2. Écoutons ce que ça donne en contexte. On va écouter 100. Alors bien sûr, celui-ci est un petit peu exagérément mixé, mais vous avez l'idée, on a l'impression que le tome sonne de façon un peu plus naturelle parce qu'il continue à sonner après le coup de cymbale et ignore donc cette coupure franche et directe. Alors, pour les batteurs qui sont devant leur écran, ils se disent « c'est sympa, mais un tome qui résonne, ça sonne pas exactement comme ça ». Et effectivement, sans entrer dans les détails, lorsqu'on frappe un tome, les deux peaux n'étant jamais accordées exactement à la même hauteur, et en plus la peau de frappe étant frappée et l'autre ne répondant que par résonance, eh bien les deux peaux ne sont jamais exactement à la même vitesse de vibration. Et donc le fût, lorsqu'il résonne, a tendance à dévier de sa hauteur pour mourir en descendant en fréquence. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu un tome basse vraiment bien accordé, mais lorsque le batteur frappe, on a l'impression que le tome monte un petit peu en hauteur de note et puis redescend tout doucement en s'éteignant, ce qui donne vraiment le son caractéristique des tomes basses vraiment bien accordés. Eh bien, pourquoi pas essayer de reproduire ce comportement à l'aide d'un plugin supplémentaire. On va utiliser le Reapitch. On va le mettre en aval de notre chaîne audio actuelle. On va le mettre donc derrière la Reagate. Et on va utiliser les modulations de paramètres pour faire en sorte que notre pitch soit un petit peu modifié. Alors comment faire? C'est excessivement simple. On va bouger le potard ici de Shift Full Range. On va aller dans les modulations de paramètres. On va demander à notre fader finalement d'écouter ce qui se passe sur la piste de notre tome 2, le tome original. Et comme ce tome 2, on le sait, pour faire réagir notre gate, entre dans les canaux 3-4, eh bien on va simplement demander à notre fader ici d'écouter ce qui se passe dans les canaux 3-4. Pour ce faire, c'est simple, on clique sur Audio Control Signal, on sélectionne
les paramètres 3 et 4. Alors on voit ici que mon potard s'est mis complètement à moins 24. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le monter de façon à ce que son point de départ soit autour de entre 3 et 4 demi-tons. Il n'y a pas de sens exact, vous réglerez ça comme vous voulez. On va régler l'attaque au minimum, le release au maximum, le minimum volume à son strict minimum. On va être sûr de bien garder une valeur positive. On va casser un petit peu la courbe de réponse comme ceci. Et on va mettre une force beaucoup moins forte. Parce que là, à 100%, qu'est-ce qui se passerait? C'est que le pitch va monter jusqu'à 24 demi-tons, donc 2 octaves, et ce serait beaucoup trop exagéré. Donc c'est pas ça qu'on veut. On veut juste une légère montée de demi-tons. Et donc avec une valeur de 20%, on devrait s'approcher de quelque chose d'assez crédible. Écoutons. Alors on peut bien sûr peaufiner les valeurs de release pour que la descente soit un peu plus rapide. Chacun réglera en fonction. Moi je préfère avoir quelque chose d'un peu plus discret, mais vous réglerez à votre façon. Vous pouvez également régler un petit peu la force. Ici c'est un petit peu exagéré. Pour avoir cet effet qui est plus ou moins imprimé. Donc on va laisser ici à 20%, et on va réécouter en contexte. Rappelons, c'était quoi? 100. Alors, bien que notre tome 2 Decay soit surmixé, force est d'admettre que c'est un petit peu plus convaincant et un petit peu plus agréable à l'oreille d'avoir ce tome qui continue après le coup du batteur. Alors on n'en a pas exactement terminé, parce que là c'est bien beau, mais il y a encore quelque chose qui pourrait être amélioré, c'est le fait que le volume du tone générateur ici ne dépende pas de la force de frappe du batteur. En effet, à partir du moment où la gate s'ouvre, elle laisse jouer le tone générateur qui a une valeur de dB fixe, et donc finalement que le batteur tape à peine ou super fort, le tone sera toujours joué de la même façon. Ce qui n'est pas le cas d'un vrai tome. Le decay dépend de la force de frappe également du batteur. Et on va, encore une fois, essayer d'imiter ce comportement. Et comme on a déjà un plugin chargé qui propose un potard de volume ici, donc sur le shifter que je viens de moduler ici, je vais faire le même exercice. Je vais bouger le potard de volume. Voilà, je vais aller dans les modulations de paramètres. Et je vais faire le même jeu. Audio contrôle signal. 3 et 4. Attaque au maximum. Release au maximum. Minimum volume. Et je vais casser un petit peu la courbe de réponse. Et cette fois-ci, je vais laisser la force à 100% parce que vous voyez que je veux que le point de départ soit le silence total. Écoutons ce que ça donne alors en réel. Et on voit donc que le potard volume monte en fonction de la force de frappe. Si le batteur frappait moins fort, on va limiter ici en réduisant le volume de l'item, on voit que le potard de volume monte moins loin que si l'item était joué beaucoup plus fort. On a donc maintenant, avec notre chaîne d'effets, recréé ce qui s'apparente le plus au decay naturel d'Atom. Réécoutons une dernière fois en contexte. Force est d'admettre que ça fait la blague, et je vous garantis que si vous faites ça dans un mix complètement chargé avec batterie, basse, guitare, chant, reverb et tout le tralala, cette petite touche de science-fiction paraît assez convaincante. Alors on l'a fait pour notre tome 2, il faudrait le faire idéalement pour notre tome 1. Et pour ne pas avoir à refaire ce travail aussi long, on peut profiter des proposition de Reaper en termes de sauvegarde de template. C'est pourquoi on va carrément sauver notre piste comme un template de piste, Save Track as Track Template. On va nommer ceci Tom Decay. Ainsi, je peux réutiliser ce track template dans n'importe lequel de mes projets à venir, et notamment dans celui-ci. Je peux alors maintenant cliquer droit, insérer une piste depuis un template, le Tom Decay. Il me suffit alors de la renommer, de placer la panoramique à la même panoramique que le tome 1, d'envoyer le tome 1 dans la piste nouvellement créée avec les mêmes paramètres de routing, préfader sur les canaux 3 et 4, et
il nous reste à choisir alors la même fréquence fondamentale du tome alto, qui ne sera certainement pas la même que le tome basse. Écoutons d'ailleurs à quoi elle peut être accordée. On doit être quelque part autour de 100 Hz, alors vous le ferez plus en finesse que moi. Ici, on va se contenter de 100 Hz. Et également, comme c'est un tome alto avec une profondeur de fût certainement plus petite, le decay sera sans doute plus court, donc on va ici mettre par exemple une valeur de 700. Écoutons alors à quoi ressemble notre nouveau tome decay. Et les modulations de paramètres sont tout à fait conservées par rapport à l'ancienne version du tome 2. On pourrait se permettre de raccourcir un petit peu ici. Écoutons les deux tomes en contexte. Dans le contexte général. 100. Mixons-les de façon un peu plus crédible. On va réduire ici, par exemple, de 6 dB le volume de nos pistes. Voilà. Et on a quelque chose d'assez convaincant. L'avantage également de cette technique, c'est comme vous avez pu le voir directement, c'est qu'on peut régler, comme vous avez deux pistes pour chaque tome, une piste tome naturel et une piste tome decay, vous pouvez régler le volume du decay des tomes à votre parfaite guise. Et en plus, comme c'est une piste tout à fait normale de votre séquenceur, vous pouvez même automatiser le volume des decay. Si vous êtes dans une partie très très chargée, où votre batteur joue énormément de notes et que vous avez besoin d'énormément de propreté, vous n'avez peut-être pas besoin d'avoir beaucoup de decay pour que la partie musicale fonctionne. Donc vous pouvez, à cette partie du mixage, réduire le volume des decay des tomes. Mais par contre, sur un bridge où la batterie, le batteur frappe des coups immenses de tomes et vous avez besoin d'un maximum de decay pour que ce soit super impressionnant, vous pouvez monter le volume de ce decay dans cette partie. Donc ça vous laisse vraiment un contrôle sur la résonance de vos fûts, ce qui peut vraiment être pratique dans le contexte d'un mixage. De plus, un autre avantage, c'est que vous avez deux sources d'envoi. Je m'explique. Il n'est pas rare d'envoyer une batterie, et particulièrement des tomes, vers une reverb ou vers une compression parallèle. Le fait de pouvoir doser et séparer finalement l'envoi de l'attaque et du decay séparément, ça vous permet d'avoir beaucoup plus de contrôle. En effet, un tome qui résonne énormément dans une reverb, parfois ça peut être contraignant parce que le decay est déjà long, c'est de l'infrabasse, en plus ça rentre dans une reverb qui rallonge encore le tout, et parfois ça rend un peu les choses un peu plus boueuses. Et donc le fait de pouvoir avoir un envoi d'auxiliaire indépendant pour le tome et pour son decay peut être un réel avantage. Pareil pour la compression parallèle, avoir un decay très long dans une compression parallèle peut rendre le comportement du compresseur un petit peu chaotique ou erratique. Là, vous avez le luxe de pouvoir doser l'exact volume du decay que vous voulez envoyer à votre compresseur parallèle. Alors bien sûr, ici, la partie jouée par le batteur est assez simpliste sur les tomes. Qu'est-ce que ça donnerait sur une partie un peu plus complexe ? On va essayer d'en trouver une dans notre arrangement. Et par exemple, je vois qu'ici, il y a des tomes qui sont joués un peu plus, de façon un peu plus nerveuse. Voilà, ici. Donc on va couper nos tomes ici jusque là. Et on va faire pareil ici jusque là, si je ne m'abuse. Et écoutons ce que ça donne sur une partie où il y a beaucoup plus de tomes joués. Contrairement à... On pourrait ici, dans une partie un peu plus rapide comme ça, réduire un tout petit peu le volume du decay pour avoir un peu plus de clarté dans le roulement joué par le batteur. Voilà, j'espère que tout ça vous sera bien utile. J'espère que cette petite astuce vous aidera dans vos prochaines productions. Merci pour votre attention. À la prochaine. Ciao.